Bonjour, je vais poursuivre mon exposé sur le mode de recueil des données. J'en arrive maintenant au troisième volet. J'ai déjà traité les deux volets précédents, à savoir je vous ai parlé de la posture de recherche, je vous ai parlé de la démarche de recherche et maintenant j'en arrive au choix des méthodes de recherche. Dans cette vidéo, je vais vous parler en fait de 4 grandes méthodes de recherche et puis je vous parlerai d'un outil un peu transversal. Ces 4 méthodes de recherche sont les suivantes: le questionnaire premièrement, l'entretien deuxièmement, l'observation troisièmement et enfin quatrièmement l'analyse documentaire. Voilà des méthodes de recherche que vous pouvez utiliser pour en fait collecter des données sur le terrain. Les méthodes de recherche permettent de collecter des données sur le terrain. Et dans votre mémoire professionnelle, soit dans l'introduction à minima, soit dans une partie ou une sous-partie consacrée à la méthodologie, eh bien, vous devez nous dire quelles ont été les méthodes de recherche que vous avez utilisées pour collecter des données sur le terrain. Je commence par le questionnaire. Alors, je n'irai pas bien loin sur le questionnaire parce que vous aurez une partie du cours de méthodologie qui porte sur la technique d'enquête en lien avec le questionnaire, et c'est monsieur Rimbaud, mon collègue économiste et statisticien, qui vous parlera de la construction et de l'utilité du questionnaire. Bon, le questionnaire, généralement, il est utilisé dans le cadre de la recherche pure, mais pas seulement, hein. On peut très bien faire un questionnaire aussi dans le cadre d'une démarche de recherche appliquée ou dans le cadre d'une démarche, dans le cadre d'une recherche-action, c'est aussi possible. Et en général, le questionnaire est utilisé dans le cadre d'une démarche hypothético-déductive, parce que quand on construit un questionnaire, en général, on s'appuie au préalable sur des hypothèses que l'on entend tester. Donc, retenez cette idée que si vous utilisez un questionnaire, il y a de fortes chances qu'au niveau de la démarche de recherche que vous utilisez, ça soit une démarche hypothético-déductive. Et dans ce cas-là, vous devez nous dire, dans le cadre de votre mémoire professionnelle, quelles ont été vos hypothèses de recherche. Le questionnaire permet de recueillir des données précises pour confirmer ou infirmer des hypothèses. C'est pour ça que c'est intéressant, quand on est dans une démarche hypothético-déductive, de passer par le questionnaire. Le questionnaire permet de travailler sur un large échantillon. Si vous êtes dans une entreprise où il y a 450 personnes, eh bien, vous pouvez très bien distribuer votre questionnaire, administrer votre questionnaire, comme on dit, à ces 450 personnes, pour maximiser la possibilité d'avoir un grand nombre de retours de questionnaires. Et c'est aussi la voie royale pour quantifier les phénomènes, pour expliquer les phénomènes. Si vous voulez quantifier, c'est-à-dire si vous voulez produire quelques statistiques en lien avec le phénomène étudié, donc si vous voulez quantifier le phénomène étudié, eh bien le questionnaire, c'est vraiment l'outil idéal. Vous verrez pour la suite comment on construit un questionnaire et quelles sont les règles à respecter, surtout dans la construction du questionnaire avec M. Rimbaud. L'entretien, deuxième méthode de recherche. L'entretien peut être utilisé quelle que soit la posture de recherche et quel que soit le type de démarche de recherche. L'entretien permet, pour aller vite, de recueillir des données riches et d'accéder au sens que les acteurs donnent à une situation donnée. Quand on utilise l'entretien, on est en fait dans une démarche compréhensive, au sens où l'entend Max Weber. On va essayer de comprendre de l'intérieur ce que ressentent les acteurs. Comment les acteurs voient le monde? Qu'est-ce qu'ils pensent? Et qu'est-ce qu'ils peuvent en dire? Voilà, à ce titre-là, l'entretien est un outil absolument incontournable. Alors, il y a différents types d'entretiens. Il y a des entretiens semi-directifs et des entretiens non directifs. Entretien semi-directif, ça veut dire que vous avez au préalable, avant même que de rencontrer les gens, pour s'entretenir avec eux, vous avez une grille de questions. Vous avez des questions à poser aux différentes personnes et vous allez à chaque fois utiliser cette même grille de lecture, vous référer à cette même grille de lecture pour interviewer les acteurs. Vous pouvez avoir par exemple une liste d'une dizaine de questions. L'entretien non directif, ça veut dire que vous n'avez pas de grille de questions, vous avez éventuellement une question de départ. Et c'est tout. Et ensuite, vous laissez la personne s'exprimer. Et vous l'accompagnez. Vous accompagnez la personne dans son expression. Donc c'est une sorte
d'expression libre et votre rôle, c'est de faciliter la parole de l'interviewé. Voilà ce qui distingue l'entretien semi-directif de l'entretien non directif. Et puis, vous pouvez aussi avoir des entretiens, on va dire, formels. Formels, ça veut dire que vous faites une demande formelle pour vous entretenir avec les acteurs, mais on peut aussi tout à fait parler d'entretien informel quand il s'agit de conversations informelles qui se sont tenues, par exemple, devant la machine à café, lors du repas pris ensemble au restaurant. On peut tout à fait, dans ce genre d'endroit ou dans des réunions, on peut très bien avoir des entretiens informels avec les gens. Donc n'oubliez pas aussi cette partie entretien informel, et on peut à la fois s'appuyer sur des entretiens informels et sur des entretiens formels pour recueillir des données. J'en arrive maintenant à l'observation. L'observation, c'est une autre méthode de recherche. Elle est généralement utilisée dans le cadre de la recherche appliquée ou dans le cadre de la recherche action, et en général dans le cas d'une démarche empirico-inductive. Alors l'observation, c'est tout simplement observer un certain nombre de phénomènes. L'observation, elle permet de recueillir des données riches et d'observer des événements en train de se produire. En stage ou durant votre alternance, nécessairement, vous êtes observateur. Vous faites des observations sur le terrain. Encore faut-il en être conscient. Donc, a priori, il y a de fortes chances que pour que vous utilisiez l'observation. Mais encore faut-il en être conscient. L'avantage de l'observation, c'est qu'elle permet vraiment de recueillir des données extrêmement précises, extrêmement riches. Il y a différentes formes d'observation. On distingue souvent l'observation directe de l'observation participante. L'observation directe, ça veut dire que vous avez observé des acteurs, vous avez par exemple suivi des acteurs dans leur travail, mais vous n'avez pas participé avec eux à leur travail. Vous vous êtes contenté d'observer. Ou alors vous avez participé à une réunion et vous vous êtes contenté, vous avez pris des notes, vous n'êtes pas intervenu, vous n'avez rien dit, vous avez pris des notes, vous avez observé. Dans ce cas-là, c'est de l'observation directe. Vous n'avez pas influé sur la situation que vous observez. À l'inverse, l'observation participante suppose que vous avez eu un rôle actif à jouer. Lors d'une réunion, vous avez donné votre avis, voire vous avez animé la réunion, ou bien vous avez fait des observations de terrain, vous avez suivi les acteurs dans leur activité professionnelle en participant vous-même à cette activité professionnelle. Dans ce cas-là, vous avez été à la fois observateur et participant. Vous êtes donc dans une démarche d'observation participante. Donc, c'est important de bien faire la distinction entre observation directe et observation participante. Deuxièmement, on peut faire une autre distinction entre l'observation à visage découvert et à visage masqué. C'est très simple. Observation à visage masqué, ça veut dire que vous ne dévoilez pas aux acteurs du terrain votre véritable identité. Vous travestissez votre identité. Alors ça, c'est la technique qui est pratiquée, par exemple, par certains journalistes d'investigation, quand ils font des enquêtes de terrain dans des milieux un peu confidentiels. Je pense par exemple à l'émission Cache Investigation. Les journalistes travaillent en caméra cachée, font des observations en caméra cachée et ils ne disent pas qu'ils sont journalistes. Ils travestissent leur identité, ils mentent. A priori, vous n'êtes pas concerné par cette technique, sauf si votre direction vous demande évidemment de faire l'espion, de faire la taupe dans un service, dans un atelier ou que sais-je encore. Mais voilà, c'est une position qui demande une sacrée réflexion sur le plan éthique. L'observation à visage découvert, alors là, ça suppose que vous faites des observations. Les personnes, les acteurs connaissent votre identité. Il n'y a pas de souci particulier là du point de vue éthique à partir du moment où les gens sont d'accord pour être observés. Voilà pour l'observation. Enfin, l'analyse documentaire. Alors l'analyse documentaire, elle peut être utilisée quelle que soit la posture de recherche et quel que soit le type de démarche de recherche, qu'elle soit empirico-inductive ou hypothético-déductive. Elle permet d'avoir une vision diachronique.
Diachronique, ça veut dire quoi? La diachronie ici s'oppose à, enfin, la perspective diachronique, la vision diachronique s'oppose à la vision synchronique. Diachronique, ça veut dire que vous allez vous efforcer d'observer et d'analyser l'évolution d'un phénomène. Donc forcément, il y a l'idée d'une dynamique temporelle. Et vous allez essayer d'observer et d'analyser cette dynamique temporelle. Par exemple, vous êtes engagé dans un projet de transformation, dans une opération de conduite du changement depuis 6 mois, et donc vous allez faire par exemple, vous allez essayer de rendre compte dans votre mémoire professionnelle de l'évolution de ce phénomène. Vous êtes donc dans une vision diachronique. Ça bouge, ça évolue dans le temps. L'analyse documentaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez tout simplement compiler un certain nombre de documents, vous allez collecter des données, et pour collecter ces données, vous allez vous appuyer sur des documents, sur des traces documentaires. Attention, il ne faut pas confondre l'analyse documentaire avec la revue de littérature, ça n'a rien à voir. Quels sont les documents sur lesquels vous pouvez vous appuyer? Alors ça peut être par exemple des rapports d'activité produits par l'entreprise, ça peut être des comptes rendus de réunion, ça peut être des documents de cadrage, par exemple des notes de service, ça peut être des outils de gestion. Vous pouvez très bien analyser les fiches d'évaluation du personnel. Ça peut être le fait d'analyser des tableaux de bord, des statistiques. Ça peut être le fait d'analyser des mains courantes. Ça peut être le fait d'analyser des courriers, des courriels, d'analyser ce qui se dit sur les forums de discussion dans l'entreprise. Vous voyez, tout ça, ce sont en fait des traces documentaires. Ça laisse des traces écrites. Donc les documents, ce sont en fait des documents, des traces documentaires qui ont été prélevées dans l'entreprise. Ça n'a rien à voir, encore une fois, avec la revue de littérature qui porte sur l'utilisation de la théorie. Je vous ai présenté quatre grandes méthodes de recherche. On peut combiner ces différentes méthodes. On peut utiliser à la fois, par exemple, les entretiens et l'observation, ou les entretiens et l'analyse documentaire. Toutes les combinaisons sont possibles. Et pour finir, je voulais vous parler d'un dernier outil, c'est le journal de bord. Je vous conseille très fortement de tenir un journal de bord ou un journal de terrain qui a plusieurs fonctions. Vous allez noter dans ce journal de bord, alors soit quotidiennement, soit une fois par semaine, ce que vous faites dans l'entreprise, les difficultés que vous rencontrez. Vous pouvez aussi jeter sur ce journal de bord votre ressenti, parce que parfois, on vit des choses un peu lourdes en entreprise, et c'est bien, écrire permet de créer un effet de purge. Ça peut vous aider sur le plan psychologique quand on vit des choses un peu délicates, voire un peu douloureuses. Quand on est partie prenante dans des conflits, par exemple, ou dans des relations avec d'autres acteurs de l'organisation qui ne sont pas faciles. Vous allez pouvoir noter aussi vos étonnements, formaliser vos premières idées. Voilà, le journal de bord, c'est vraiment un outil transversal. Je vous conseille très fortement de l'utiliser. Donc, pour terminer sur le choix des méthodes de recherche, bien évidemment, dans l'introduction ou dans la partie ou sous-partie méthodologie, vous devez exposer les méthodes de recherche que vous avez utilisées pour collecter des données. J'en ai terminé sur le mode de recueil des données. Au revoir.